L'investisseur est un chasseur qui doit attraper des proies. Donc on est autour du domaine de la transaction. Nous, on considère que depuis le premier jour, l'essence de ce qu'on fait, ça consiste à semer des graines, arroser, jardiner et transformer des fleurs en belles plantes et des belles plantes en arbres puissants. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Eric Bismuth. Bonjour Guillaume. Vous êtes le fondateur et le président du fonds Montefiore Investment. Merci beaucoup de partager votre parcours dans le podcast Career Insight de Training You. Merci de m'avoir invité. La première question du podcast est toujours très générale. Pouvez-vous revenir sur votre parcours ? Bien sûr, Guillaume. J'ai grandi à Lyon, dans une famille nombreuse, avec un père chef d'entreprise de PME. Je suis un enfant de l'enseignement public à la fois méritocratique et de qualité. Et en quelques mots, j'ai eu la chance d'étudier à Central Paris avant de rejoindre le Boston Consulting Group, où je suis resté pendant 15 ans. Puis j'ai créé Montefiore Investment, qui est une société d'investissement spécialisée dans les métiers de service et l'accompagnement de la croissance rentable des sociétés. C'est ce que je fais depuis près de 20 ans. Alors, on va revenir sur les différents chapitres de votre histoire. Le premier chapitre, ce sont vos études. Vous l'avez mentionné, vous étudiez à Centrale Supélec, qui était encore à l'époque Centrale Paris. Pouvez-vous nous raconter cette scolarité ? Oui, alors, j'ai intégré Centrale après avoir fait ma prépa à Lyon. J'ai appris à Centrale à résoudre des problèmes complexes qui n'avaient pas forcément une seule solution, qui était multifactorielle et parfois discontinue, là où la plupart des gens ont tendance à regarder les sujets en les simplifiant de manière linéaire et continue. Et je mentionne ça parce que je pense que c'est une leçon importante dans la vie pour essayer d'aborder les sujets, d'essayer de les aborder sous des facettes les plus diverses et d'essayer de trouver des solutions à l'intersection entre des angles différents et des disciplines différentes. C'est quelque chose que j'ai toujours cultivé. Parallèlement aux cours, qui m'ont permis de développer des capacités analytiques, mathématiques, etc. Fortes. J'ai continué à développer des passions que j'avais depuis mon plus jeune âge, à la fois les marchés financiers, parce que je m'intéressais à la bourse très jeune, et il y avait toute une équipe de centraliens qui étaient un peu mes aînés, qui, sous l'impulsion d'un garçon qui s'appelait Stéphane Paille, avait créé l'activité de marché financier à la Société Générale, qui était en pointe à cette époque. J'ai continué à m'intéresser à la bourse, à la stratégie, qui était une passion enfance, avec à la fois les jeux de stratégie et la stratégie d'entreprise, la vie des entreprises, les entrepreneurs. Et donc, tout naturellement, en troisième année, j'ai choisi l'option ingénieur économiste avec une majeure en stratégie. Et parallèlement aux études, j'ai aussi rencontré beaucoup de gens. Et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui vont aussi jouer un rôle dans ma vie professionnelle future, à la fois des étudiants d'autres écoles de commerce. Et par exemple, dans cette période, un de mes amis est Daniel Elalouf, qui étudie en parallèle à Polytechnique et avec qui je vais m'associer 15 ans plus tard. Mais aussi des chefs d'entreprise. Souvent des centraliens qui participaient à des événements. Par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer Francis Bouygues, qui était une rencontre très impressionnante pour moi. Un bâtisseur d'entreprise, un homme qui avait créé un groupe avec à la fois une technicité, mais aussi une culture d'entreprise extrêmement forte. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Gérard Pélisson,
et Sven Boignet, qui à l'époque était à la fois le cofondateur d'un côté et le directeur général du groupe Accor. J'ai été fasciné par l'histoire entrepreneuriale, la capacité de partir à la conquête du monde et de garder une forme d'agilité dans un groupe de taille mondiale. Ce sont des gens que je vais ensuite croiser de manière importante dans ma vie professionnelle. Enfin, un troisième exemple, j'avais un oncle qui était un petit actionnaire de Darty, et à cette époque où je suis à Centrale, il y a le premier RES en France, donc qui est l'ancêtre du LBO, qui va être organisé par une petite société qui s'appelle LBO France, et j'ai eu la chance de rencontrer Gilles Cahen Salvador, que je suis parti voir en frappant à sa porte, ou presque, ou en tout cas en l'appelant de manière spontanée, pour qu'il m'explique qu'est-ce que c'est que ce nouveau métier, qu'est-ce qu'il pouvait apporter à cette entreprise, et c'est quelque chose qui va aussi rester dans un coin de ma tête. Donc toutes ces découvertes, toutes ces rencontres m'ont nourri, ont développé ma curiosité et ont certainement orienté un peu le parcours qui a suivi. Vous avez mentionné la fascination entrepreneuriale au travers de vos rencontres, et vous n'allez pas mettre longtemps à la mettre en pratique, car dès votre scolarité à Centrale, vous concevez avec 2 camarades un outil de gestion baptisé Profi, en référence au progiciel financier. Est-ce que c'est ces rencontres qui vous ont motivé à vous lancer dans cette expérience d'entrepreneur alors que vous n'étiez encore qu'étudiant? Certainement, ces rencontres, mais aussi la culture familiale proche de l'entreprise et de l'esprit d'initiative. Et j'ai la chance à ce moment-là d'avoir 2 amis. Jean, qui était centralien, féru d'informatique et extrêmement créatif, et puis Hervé, qui était étudiant à l'ENSAE, spécialiste des modèles mathématiques et financiers, et à qui je vais proposer en fait de créer le premier outil de gestion de position et d'élaboration de stratégie sur le MATIF, qui est le marché des instruments à terme en France, qui n'existe pas encore. Et après avoir été informé de la future création de ce marché, j'ai décidé de creuser en fait les fondamentaux de marchés similaires à Londres et à Chicago, et avec ces 2 amis, d'essayer de créer un logiciel qui permette de calculer la valeur des instruments financiers, de les évaluer, de les piloter et de gérer de manière dynamique les positions. Alors c'est quelque chose de très innovant. C'était un besoin tout à fait identifié sur le marché, et on va réussir à développer un outil plutôt intéressant. Alors on va pas 100% réussir, parce que très vite on va s'apercevoir que ça intéresse beaucoup les clients, mais ces clients sont des institutions très structurées, et le caractère assez artisanal de notre aventure ne donne pas un gage de pérennité à cette structure. Il faut se remettre dans le contexte. La French Tech n'existe pas, et donc l'idée de lever des capitaux pour mettre en œuvre notre aventure nous est pas vraiment passé par la tête. On a fait avec les moyens du bord, et on a fait un joli petit parcours pour développer un produit. Et donc, on va décider, en fait, de céder ce produit à une SS2I qui est déjà implantée dans le secteur, qui a déjà des clients et qui a une meilleure pérennité, de façon à pouvoir valoriser le travail qu'on a fait. Alors, on n'a pas du tout fait fortune, mais on a été bien payé pour le temps qu'on y a consacré en parallèle de nos études, et je crois que ça a été aussi une expérience particulièrement enrichissante. On était, je le rappelle, à la fin des années 80, donc au moment où les marchés financiers se développaient beaucoup en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement le business model de Profi à cette époque? Alors, le business model à l'époque est assez simple. Le SaaS n'existe pas. Et donc, il s'agit de développer sur ses propres fonds et sur son propre temps le produit intégralement, et ensuite d'essayer de le vendre sous forme de licence et de services d'intégration et potentiellement de maintenance. Donc, c'est un business model assez simple et qui était le modèle généralisé à cette époque, qui était moins attractif que celui du SaaS. Avec le recul, qu'est-ce que vous a apporté votre aventure entrepreneuriale, et dans quelle mesure elle vous a servi pour la suite de votre parcours? Alors, je dirais que d'abord, ça a été une expérience humaine très enrichissante qui m'a permis de
d'être confronté au travail en équipe avec à la fois la richesse extraordinaire des complémentarités de profils, de caractères et la nécessité aussi de gérer les difficultés ou les tensions qui peuvent naître dans une dynamique d'équipe. Globalement, ça a été une expérience très réussie, mais une source d'apprentissage importante sur ces dimensions. Par ailleurs, ça m'a conforté dans ma volonté d'entreprendre et d'innover, tout en me donnant la conviction que j'avais besoin d'avoir beaucoup plus d'expérience et d'être beaucoup mieux armé pour conduire un projet plus ambitieux et de long terme. Il y a des gens qui adorent créer des entreprises et qui sont plutôt des sprinteurs et qui sont moins intéressés ensuite dans la phase de développement et de maturation de l'entreprise. Et moi, je crois que j'ai découvert à ce moment-là que ce qui me passionnait, c'était pas tant le sprint que le marathon. Et donc, je voulais avoir les armes nécessaires pour un projet entrepreneurial ambitieux de long terme. Et ce projet, ce sera Montefiore, on en parlera un peu plus tard dans le podcast. Mais avant ça, Eric Bismuth, si vous voulez bien, on va ouvrir le second chapitre de votre parcours. C'est le conseil en stratégie. On est en 1990 et vous l'avez rappelé, dans votre jeunesse, vous étiez un fan des jeux de stratégie. Alors du jeu à la réalité, vous rejoignez le BCG, le Boston Consulting Group, l'un des principaux cabinets de conseil en stratégie au niveau mondial. Pourquoi ce choix ? Comme je vous l'ai dit, cette expérience entrepreneuriale m'a donné l'envie de conforter mes bases et mes fondamentaux en termes de compréhension de l'entreprise et de capacité à résoudre des problèmes complexes en entreprise. Et donc, tout naturellement, j'ai eu envie de faire mon stage de fin d'études dans un des grands cabinets de conseil en stratégie. Et donc, j'ai passé plusieurs entretiens. Le Boston Consulting Group venait à Centrale pour recruter. Nous étions 30 à faire les entretiens. Et on a eu un espèce de coup de foudre réciproque. C'est-à-dire que j'étais le seul parmi les 30 à qui ils ont décidé de faire une offre. Et à partir du moment où j'ai eu cette offre, j'ai souhaité arrêter toute discussion avec quelque entreprise que ce soit. Tellement les gens que j'avais rencontrés, la qualité des personnes, le type de questions qu'on avait abordées dans les entretiens, les études de cas, correspondaient à ce dont je rêvais. Ce dont je rêvais, c'est-à-dire la capacité à être confronté à des problèmes complexes, multidimensionnels, internationaux, nécessitant une démarche intellectuelle pour essayer de trouver les meilleures solutions, puis une capacité à traduire une stratégie dans la réalité, dans sa mise en œuvre concrète au sein de l'entreprise, en mettant en marche des équipes plus ou moins grandes, et parfois très grandes, au sein de l'entreprise, dans un pays ou parfois à travers le monde. Alors concrètement, quel est le rôle d'un consultant en stratégie ? Alors, le rôle, c'est d'aider les entreprises, souvent des grandes entreprises, parfois des entreprises moyennes ou des fonds d'investissement, à prendre des décisions stratégiques et à les mettre en œuvre efficacement. Investir, désinvestir, croître, innover, s'organiser, être plus performant. Et on peut appliquer ce genre de métier, de tâches, si vous voulez, au niveau d'une business unit ou d'un groupe mondial. Vous avez un exemple marquant dans votre passage au BCG à nous raconter ? Moi, je peux vous parler de mon premier projet au BCG consistait à aider une entreprise leader mondiale dans les détergents à améliorer l'efficacité de sa production industrielle et de sa logistique. Et donc, il fallait à la fois comprendre comment on pouvait produire davantage avec de la meilleure qualité, à un coût extrêmement compétitif et optimiser en fait l'ensemble des flux logistiques pour servir les hypermarchés et les supermarchés sur toute la France. C'est une bonne entrée en matière. Bonne entrée en matière, on va dire. Voilà, exactement. Alors, le BCG est souvent comparé à deux autres cabinets de conseil, ses principaux concurrents, d'un côté McKinsey et de l'autre Bain. Et d'ailleurs, on les définit régulièrement sous l'appellation MBB pour leurs initiales. Quelles étaient les différences à cette époque ou les particularités du BCG par rapport à ces deux concurrents ? Alors d'abord, ces trois entreprises faisaient fondamentalement le même type de métier. Je pense que ce qui pouvait les distinguer, c'est essentiellement la culture d'entreprise,
Et je crois que BCG avait une culture peut-être plus entrepreneuriale, plus créative, moins hiérarchique et peut-être plus tournée vers la croissance que les problématiques de réduction de coûts. Et l'ensemble de ces caractéristiques représentait un fit avec ma propre personnalité qui était beaucoup plus fort. Alors, vous êtes resté 15 ans, Eric Bismuth, au BCG. C'est un bon bout de carrière. Vous êtes d'ailleurs devenu le plus jeune associé du cabinet au niveau mondial en 1997, à l'âge de 29 ans. Si vous deviez résumer cette période en 3 souvenirs marquants, vous nous diriez quoi ? Alors, effectivement, 15 ans, c'est une belle tranche de vie. C'était une expérience tout à fait passionnante, marquée par un apprentissage permanent et des défis réguliers que j'ai essayé et j'ai essayé de réussir à relever à chaque fois. Et aussi des rencontres extraordinaires, à la fois en interne, à Paris, mais aussi à l'international au sein de BCG et du côté de mes clients. Et donc, si je devais vous donner quelques exemples, c'est à la fois sur des missions, mais aussi des rencontres qui ont à la fois marqué cette expérience et marqueront aussi la suite de mon parcours. Je vous parlais de ma première mission. J'ai travaillé donc cette première mission avec 2 personnes, Éric Ellul et Serge Blanchard, qui étaient eux-mêmes des centraliens, qui étaient 2 associés du BCG et qui ont été d'une certaine façon mes premiers mentors. Et je leur dois une reconnaissance énorme, parce que je crois que lorsqu'on est un jeune qui démarre sa carrière, avoir les bons mentors qui à la fois vous nourrissent, vous inspirent et vous donnent confiance en vous, c'est quelque chose qui est inestimable. Et donc, si je devais donner un conseil important aux jeunes, c'est choisissez vos mentors, n'hésitez pas à en avoir plusieurs, et nourrissez-vous de vos mentors. Et j'ai eu la chance ensuite d'être le mentor d'autres, et c'est quelque chose qui m'a aussi apporté beaucoup, et j'ai toujours énormément de plaisir à croiser en fait mes anciens mentors. Une des choses qui m'avait attiré chez BCG, c'était aussi qu'ils m'avaient promis de réaliser un peu mon rêve, qui était après 2 ans de financer mes études à Harvard, parce que j'avais envie de faire un MBA à Harvard. Et Serge Blanchard, qui m'avait promis ça, a été le premier à me convaincre au bout de 18 mois qu'il fallait absolument renoncer à rejoindre Harvard en échange d'une promotion accélérée de carrière pour rester au BCG à Paris. Le deuxième exemple que je voulais citer, c'est René Abad, qui à l'époque était patron du BCG Europe, et qui m'appelle alors qu'au bout de quelques années, en fait, je passe 2 ans à Londres pour accompagner un client international, et qui me propose de rentrer à Paris pour participer à un appel d'offres pour essayer d'accompagner la transformation stratégique du groupe Accor. Donc, on retrouve Accor, avec qui j'étais en relation dans ma jeunesse, qui a un nouveau patron, choisi par ses 2 cofondateurs, qui s'appelle Jean-Marc Espaliou. Et donc, je vais rentrer à Paris pour essayer, avec René et une équipe, en fait, de gagner cet appel d'offres. Et je vais avoir la chance de travailler aux côtés de René, de Jean-Marc Espaliou et de l'ensemble du COMEX d'Accor pendant près de 6 ou 7 ans, sur une 50aine d'initiatives à l'échelle mondiale pour accélérer la transformation du groupe, sa projection technologique, l'accélération de son développement, etc. Donc ça a été une expérience extraordinaire. Et Jean-Marc Espaliou, quelques années après que j'ai créé Montefiore, me demandera, au moment où lui quittera Accor et rejoindra Bernard Arnault dans son unité d'investissement, d'être au board de son premier investissement. Jean-Marc rejoindra le board de nos premières sociétés avant de nous rejoindre quelques années plus tard, d'abord comme associé et comme senior advisor. Il est toujours senior advisor chez Montefiore Investment. René Abad sera aussi un mentor très important pour moi dans toutes ces années. C'est lui qui m'aidera, je pense, à devenir un managing partner accompli, et à notamment construire des relations de très long terme et de confiance avec des clients
qui avait des responsabilités très importantes, qui était beaucoup plus âgé que moi. À ce moment-là, je vais souvent chez le coiffeur en lui demandant s'il voulait bien me mettre quelques cheveux gris pour paraître plus sérieux. Et René contribuera aussi à allumer des petites étincelles importantes dans la phase de décollage de Montefiore Investment, et donc je lui suis également extrêmement gré. Un troisième exemple, c'est Jean-Paul Giraud, qui à ce moment-là est président de la FNAC et membre du directoire de PPR, qui est aussi un de mes clients, avec qui je vais avoir beaucoup de plaisir à travailler, et qui lui aussi, le jour où je viendrai le voir pour lui dire que je crée Montefiore Investment, me dit, bien sûr, je suis là à tes côtés, je vais participer à l'aventure, et non seulement il va participer à l'aventure, mais il va aussi amener derrière lui ses amis, ses relations pour m'aider à faire décoller Montefiore Investment, et c'est quelqu'un qui reste encore aujourd'hui extrêmement proche de nous, 20 ans plus tard, et envers qui j'ai une reconnaissance extrêmement forte. Un dernier exemple, pour vous montrer aussi ce modèle de à la fois relations de travail qui deviennent des relations de confiance profonde, des relations d'amitié et des croisements sur la durée, c'est Martin Vial, qui est président d'Europe Assistance, avec lequel je vais travailler pendant plusieurs années. Ce sera mon client lorsque je suis partenaire au BCG. Et lorsque je vais le voir pour lui dire que je vais créer Montefiore Investment, il me demande, en parallèle, pour continuer à l'accompagner, de rentrer au conseil d'administration d'Europe Assistance, ce que je vais accepter de faire aux côtés de Generali. Et quelques années plus tard, il va aussi rejoindre le board d'une de nos sociétés. Et puis, il va avoir d'autres occupations. Il va notamment diriger l'Agence des participations de l'État. Et puis, quand il aura fini sa mission à l'Agence des participations de l'État, il nous a rejoints à nouveau comme senior advisor. Et on est très heureux de l'avoir à nos côtés. Alors, vous l'avez déjà un petit peu effleuré, mais on va ouvrir le 3e chapitre de votre parcours, et celui-ci, il n'est pas encore refermé. C'est évidemment le private equity et Montefiore Investment, donc aussi l'entrepreneuriat. On est en 2005, Eric Bismuth, 90-2005, ça fait bien 15 ans, et vous lancez une nouvelle aventure entrepreneuriale avec votre ami Daniel Elalouf. Vous cofondez la société de capital investissement Montefiore Investment. On rappelle qu'à cette époque, le private equity n'était pas encore exactement ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de développement, il y avait moins d'acteurs aussi. Il y avait quelques fonds qui avaient été lancés par des grands industriels de la finance tels AXA ou BNP Paribas, mais c'était pas encore le pic qu'on connaît en 2024. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé et pourquoi ce choix de business, le private equity ? Alors, après ces 15 ans, j'avais le sentiment d'avoir acquis suffisamment d'expérience pour être prêt à me lancer dans une aventure entrepreneuriale de long terme, celle un peu de ma vie, entre guillemets. J'avais acquis, je crois, un savoir-faire reconnu dans l'accompagnement des équipes de management pour accélérer leur croissance, améliorer la performance de leurs entreprises, pas seulement en termes de stratégie, mais en termes de facilitation de l'obtention de résultats concrets et mesurables pour chacune de ces entreprises. J'avais beaucoup appris à la fois de mes réussites et de mes échecs pour être capable de capitaliser là-dessus, et j'avais eu l'occasion aussi de travailler pour des fonds de private equity qui m'ont conforté dans l'envie de lancer un acteur différent de ce qui existait à l'époque, qui allie en fait une activité d'investissement avec une activité de conseil en stratégie intégrée, entre guillemets, et une proposition de valeur originale sur lequel nous pourrons revenir. Et donc, j'ai eu la chance d'être rejoint dans les mois qui ont suivi par Daniel Elalouf, que je connaissais depuis longtemps, et qui est un ami, un remarquable associé, qui avait une longue expérience à la fois en matière de private equity et de M&A, et aussi Thierry Sonalier, qui à cette époque était président de la filiale distribution de SFR, donc qui avait un job extrêmement important et entre guillemets secure, et qu'il va abandonner pour nous rejoindre dans un bureau de 15 mètres carrés pour contribuer au lancement de Montefiore Investment. Alors on va en parler plus tard, mais d'abord on va revenir sur le nom Montefiore Investment. Le nom Montefiore, il renvoie à une figure du 19e siècle qui vous inspire beaucoup, Eric Bismuth. C'est Sir Moïse Montefiore, origine
italienne élevée en Angleterre. Cet homme fut à la fois un industriel, puisqu'il a créé des entreprises. Il a notamment créé une entreprise qui a introduit l'éclairage public avec le gaz dans plusieurs villes européennes. Il fut aussi un financier, puisqu'il a pris des participations lui-même en tant qu'investisseur dans les sociétés. Et il fut un homme d'État politique, car il a été élu maire de Londres en 1837. Est-ce que ce nom, c'était pas finalement un hommage aux multiples facettes de cet homme ? Alors, c'est en partie cela. À ce moment-là, la plupart des sociétés dans le domaine de l'investissement s'appellent par des initiales. Et ces initiales font référence à des termes techniques du monde de la finance. Et ça me plaît pas beaucoup, en fait. Et je me dis que le nom d'une entreprise, c'est quelque chose qui doit refléter son identité, sa personnalité, son projet, sa mission. Et le choix de Montefiore, oui, c'est un peu ça. Alors, il y a d'un côté Sir Moses Montefiore, qui est, en fait, a été certainement l'un des premiers capitaux investisseurs en Europe, avec beaucoup de succès, un entrepreneur, vous le disiez, et aussi quelqu'un qui va consacrer la deuxième partie de sa vie au service de la cité, au sens romain du terme. Il va être maire de Londres, mais il va aussi consacrer beaucoup de son argent à des projets philanthropiques dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enfance. Et donc, il a essayé de donner un sens à son argent. Et je pense qu'un des ingrédients de l'ADN de Montefiore depuis le premier jour, c'est l'ambition d'essayer de conjuguer le bon et le bien. On a rarement communiqué sur ces aspects parce qu'en fait, on ne veut pas en faire du greenwashing ou du ESG washing. On a toujours testé ça. On l'a toujours fait en étant discret. Mais depuis le premier jour, on considère que essayer à la fois d'être performant pour nos investisseurs, pour les gens avec lesquels on est associé, c'est une partie de notre mission, mais s'assurer qu'en même temps, on aligne le plus possible les intérêts de l'ensemble des stakeholders des entreprises, de nos projets, ça fait partie de Montefiore depuis le premier jour. D'ailleurs, on sera parmi les premières sociétés d'investissement françaises à signer les PRI de l'ONU, ce dont on ne fera pas une publicité remarquable et personne ne nous l'a demandé. Et ce n'est que bien plus tard qu'on mettra en place les reportings de 180 pages dont beaucoup se vanteront, parce qu'on trouve que ce sont des choses certes importantes, mais qui ne sont que la traduction concrète ou je dirais chiffrée des actions que l'on entreprend, mais que le plus important, c'est l'esprit et l'action par rapport au reporting ou à la communication externe de ce qu'on fait. La deuxième versant de ce nom, c'est un peu un jeu de mots autour de la notion de faire monter les fleurs. Montefiore, faire monter les fleurs. À cette époque, la plupart des logos des entreprises d'investissement tournent autour de thèmes de type loup, flèche, c'est-à-dire que l'investisseur est un chasseur qui doit attraper des proies et donc on est autour du domaine de la transaction. Et nous, on considère que depuis le premier jour, l'essence de ce qu'on fait, ça consiste à semer des graines, arroser, jardiner et transformer des fleurs en belles plantes et des belles plantes en arbres puissants. D'où le fait que le symbole de Montefiore, c'est la fleur. Et le fait que dans ce nom, on retrouve cette ambition de faire monter les fleurs. Et ça renvoie à l'accompagnement, qui est une dimension forte du fonds Montefiore aujourd'hui. Exactement. Alors Montefiore, après presque 20 ans, s'est imposé comme l'un des fonds de private equity de référence de la place française, mais aussi européenne. Je rappelle quelques chiffres pour illustrer mon propos. Plus de 5 milliards d'euros de fonds propres sous gestion, une cinquantaine d'entreprises accompagnées depuis 2005. Et plus de 50 experts qui vous accompagnent au quotidien au sein du fonds. Est-ce que vous pouvez nous présenter le fonds et nous présenter aussi la stratégie d'investissement de Montefiore ?
Alors, la stratégie d'investissement de Montefiore, c'est d'abord la stratégie historique, qu'on appelle buyout ou growth buyout. C'est l'accompagnement de la recomposition du capital d'entreprise dans les domaines des services et surtout l'accélération de leur croissance rentable à travers un savoir-faire distinctif d'accompagnement. À travers notamment l'accélération de la croissance organique, le buy and build, c'est-à-dire les acquisitions qui viennent compléter la croissance organique, l'internationalisation. Depuis 20 ans, 50% de la croissance des entreprises se fait en dehors de France, sur les marchés européens et au-delà de l'Europe. La transformation digitale, dont on a été un pionnier depuis 2005. Le renforcement de la durabilité, parce qu'on pense que ça contribue à créer de la valeur sur le long terme, et le renforcement du capital humain. Au sein du secteur buyout en Europe, en effet, Montefiore, sur les 20 dernières années, a une des performances les plus importantes. Et ce qui veut dire que cette performance les plus importante, elle est pas liée au fait qu'on achète beaucoup mieux que les autres ou qu'on vend beaucoup mieux que les autres. C'est que entre les deux, la performance de nos entreprises et donc la performance des entrepreneurs avec lesquels on s'associe est parmi les meilleurs en Europe. Et on espère avoir contribué par notre rôle d'adjuvant, d'accélérateur à l'obtention de ces performances. À côté de cette stratégie flagship, on a deux stratégies complémentaires. On a d'une part un fonds tourisme qui est né au milieu du Covid à l'initiative de l'ensemble des assureurs français et de la Caisse des dépôts, qui s'appelle Nov Tourisme et qui va maintenant avoir un fonds successeur, donc Montefiore Tourisme 2, qui consiste à investir en minoritaire, en fonds propres et en quasi-fonds propres dans les entreprises de ce secteur pour renforcer leurs fonds propres, les aider à accélérer leur transformation vers la durabilité, leur transformation technologique et leur donner les moyens humains de devenir des champions de leur secteur. On a été choisi à l'époque du Covid parmi 63 candidats pour gérer ce fonds de place. On a été choisi à l'unanimité de l'ensemble des investisseurs et grâce à la confiance de ces investisseurs qui considèrent aujourd'hui que tous les objectifs de ce fonds ont été dépassés, on s'apprête à lancer la seconde génération de fonds. Et la troisième stratégie, c'est une stratégie Green Tech où on s'est associé au leader français du secteur qui s'appelle StarQuest Capital avec une équipe de grande qualité, de grand talent, qui a un excellent track record et qui investit dans des sociétés moins matures, plus technologiques, au cœur de la transformation écologique et énergétique du secteur en France et en Europe. Montefiore est très exposé à certains secteurs, vous l'avez déjà un petit peu rappelé, il y a les services, il y a les loisirs, il y a le tourisme, vous l'avez mentionné. C'est aussi les secteurs dans lesquels vous étiez spécialisé quand vous étiez au BCG, on a parlé d'accord tout à l'heure. Dans quelle mesure votre expérience de consultant vous aide-t-elle à faire les bons choix aujourd'hui en tant qu'investisseur ? Alors la première chose, c'est que les secteurs que vous venez de citer, c'est une partie de ceux dans lesquels on investit. Les secteurs dans lesquels on investit n'ont pas changé depuis l'origine, mais ceux que vous venez de citer sont peut-être plus associés à l'image de Montefiore. Et donc c'est important de rappeler ce que sont ces secteurs. On investit d'abord dans les services aux entreprises, et depuis l'origine, c'est le plus gros segment dans lequel on investit. C'est un secteur assez diversifié et qui regroupe tout un tas de panels de services. Le deuxième secteur, c'est les secteurs autour du digital et de l'IT, qui ont représenté une part croissante de nos investissements au fur et à mesure des 20 dernières années, tout simplement parce que ça représente une part croissante de l'économie française et qu'au moment où on a démarré, on était à fond sur la stratégie de transformation digitale des entreprises classiques, alors que les entreprises de type software étaient encore au stade buyout. Étaient pas encore au stade buyout, mais au stade venture. Et donc, on accompagne en fait la maturation de ces secteurs, de même que dans le green tech, on est aujourd'hui au stade venture et qu'un jour, probablement, on sera aussi au stade buyout. Donc ça, c'est le deuxième grand secteur. Le troisième grand secteur, vous l'avez mentionné, c'est le tourisme et le loisir. Et le quatrième secteur, c'est
autour des services de santé, des services consommateurs, sur lesquels on a aussi beaucoup d'investissements. Donc on a une activité diversifiée, uniquement sur les métiers de service, on n'investit pas dans les métiers industriels, avec des équipes sectorielles fortes dans chacun des sous-segments, qui sont pilotées par chacun des 8 associés de Montefiore Investment. Bien sûr, et donc ce choix d'expertise, bien sûr qu'il a été influencé par ma propre expérience, mais aujourd'hui, c'est une équipe de près de 55 personnes qui constitue Montefiore, qui a des expertises très profondes dans chacun de ces métiers et qui effectivement peuvent avoir un regard plus pertinent pour accompagner les entreprises de ces secteurs, de par l'expérience cumulée qu'on a accumulée sur ces 20 ans. Et je peux vous dire aujourd'hui que je suis particulièrement fier de la qualité de nos équipes, qui est, je pense, reconnue comme à la fois remarquable par leurs compétences, mais aussi par leur état d'esprit. Je pense que les gens qui travaillent avec nous, aussi bien les entreprises dans lesquelles on investit que les conseils, témoigneront de à la fois la simplicité, l'humilité, la réactivité et je dirais le goût pour l'excellence de nos équipes. Une question d'actualité, Eric Bismuth, si vous voulez bien. Vous avez annoncé dernièrement une nouvelle levée de fonds. L'objectif était initialement fixé à 1,8 milliard d'euros, mais il a été dépassé. Alors concrètement, cette levée concerne plusieurs véhicules. Il y a un fonds dédié aux entreprises du small cap qui a atteint 450 millions d'euros, un fonds dédié aux entreprises du mid cap qui a dépassé les 1,4 milliard d'euros. Je rappelle que ces deux fonds ont été sursouscrits. Et il y a aussi quelques véhicules complémentaires dans la green tech que vous avez levé avec justement StarQuest Capital pour financer la transition écologique des entreprises innovantes. Et je précise que vous aviez pris une participation minoritaire dans StarQuest en 2022. De très jolies perspectives dans une période qui n'est pas toujours très facile pour l'ensemble de la place. Quelle est votre vision aujourd'hui sur l'avenir de Montefiore et quels sont les principaux axes de développement du fonds ? Alors d'abord, effectivement, sur les fonds précédents de Montefiore, on avait aussi été largement sursouscrit. On aurait pu lever parfois plus de 2 fois le montant visé, mais c'était dans un environnement plutôt favorable aux levées de fonds. En 2023, on a vécu probablement le pire environnement des levées de fonds depuis 20 ans. Du fait à la fois de la guerre en Ukraine, de la hausse des taux d'intérêt et de la de la réduction du nombre des transactions qui font que les investisseurs ont récupéré moins d'argent issu des sorties. Lorsque l'environnement était favorable, on était très fiers de gagner au sprint, le parcours des levées de fonds. Là, on est très fiers de gagner dans la montagne. Donc, on a vécu l'Alpe d'Huez. Et de la montagne. En tout cas, je ne sais pas si c'est plus prestigieux, mais en tout cas, ça permet de faire une plus grande différence au classement général du Tour de France. Exactement. Ça nécessite plus d'efforts. Beaucoup de constance, mais dans un moment où la barre était beaucoup plus élevée, c'est aussi un signe de reconnaissance extrêmement fort, à la fois de nos investisseurs existants, qui sont revenus à plus de 97%, mais aussi d'un nombre record de nouveaux investisseurs en France, en Europe et dans le monde. Donc la première priorité pour nous, c'est de déployer ces capitaux de manière progressive, mais déterminés sur les 2 segments que vous avez cités, qui nous permettent d'investir sur le small cap avec des tickets jusqu'à 40-50 millions d'euros, et sur le mid cap avec des tickets de 200 millions, jusqu'à 200 millions d'euros du fonds, mais jusqu'à 400 ou 500 millions d'euros avec le co-investissement de nos investisseurs qui en sont friands. Donc ça, c'est notre première priorité, et on a encore beaucoup de choses à faire donc dans nos stratégies buyout multiservice. Ensuite, on a 2 autres objectifs qui consistent à faire grandir nos stratégies qui n'ont pas encore atteint la même taille, à la fois le fonds tourisme et puis le fonds StarQuest Capital. Vous l'avez rappelé, hein, l'actualité, le marché aujourd'hui, il est plus difficile. Ceux qui arrivent à faire ces levées, finalement, ceux qui arrivent à passer ces calls hors catégorie, c'est les meilleurs fonds. Il y en a moins, mais c'est les meilleurs qui attirent cette confiance des LP. Oui, ce qu'il faut, c'est à la fois répondre à leurs objectifs en termes de performance, de cohérence de la stratégie,
de stabilité d'équipe et de qualité des équipes, de différenciation et de capacité aussi à continuer à grandir de façon maîtrisée. Je crois que c'est ça qui a permis de réussir le succès de ces levées de fonds. Il y a encore beaucoup de dry powder chez les fonds aujourd'hui. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Il y a beaucoup de dry powder, mais il y a aussi un peu un effet d'optique sur ce dry powder parce que une partie de ce dry powder est liée au fait que il y a beaucoup de gens qui ont décalé leur levée de fonds et donc qui ont gardé en réserve de l'argent. Beaucoup de fonds ont aujourd'hui plus de 50% des entreprises en portefeuille qui sont en portefeuille depuis plus de 5 ans. Ça veut dire que ces sociétés, elles vont être mises en vente dans les 2 prochaines années. Et donc, le premier facteur d'optimisme, c'est que le nombre de transactions, mécaniquement, va augmenter de manière significative dans les années à venir. Deuxième raison d'être optimiste, c'est que si on prend la perspective moyen terme, le private equity gagne. Le private equity gagne par rapport à l'investissement coté. Aujourd'hui, dans le monde, tout le monde reconnaît que la gouvernance du private equity est plus performante, que la transparence, en réalité, du private equity n'est pas moins bonne, elle est plutôt meilleure que dans beaucoup d'entreprises cotées, que la cotation a tendance à focaliser les managements vers les résultats de court terme au détriment des résultats de moyen terme et de long terme, comme dans le private equity, ce qui était une vision qui n'était pas forcément celle du consensus il y a 15 ans. Et donc, et par ailleurs, le private equity gagne aussi par rapport aux entreprises qui n'ouvrent pas leur capital. Une entreprise qui n'ouvre pas son capital, elle peut bien sûr continuer à exister, on peut transmettre des entreprises de génération en génération, mais on passe à côté de quelque chose. On passe à côté de la capacité d'attirer des managements de grands talents. On passe à côté d'une remise en cause plus fréquente et utile de présupposés. On passe à côté de certaines valeurs ajoutées qui peuvent permettre de casser des plafonds de verre dans la croissance des entreprises. Et donc, ma conviction profonde, c'est que le private equity gagne. Et donc, je pense que, à défaut de croître à 15% par an, comme dans les 20 prochaines années, peut-être que le secteur croîtra à peut-être 8 ou 10% par an dans les 20 prochaines années, mais c'est déjà pas mal. Et que si on est meilleur que les autres, ben on peut continuer à croître plus vite que ça. Alors Montefiore investit sur le segment small et mid cap, on l'a mentionné. On compare souvent la force du Mittelstand allemand et la relative faiblesse du tissu de PME et ETI français qui serait le parent pauvre de l'économie coincée entre d'un côté les grands groupes et de l'autre la French Tech. C'est vers ces entreprises-là, hein, vous que vous allez, que vous ciblez, et d'ailleurs vous les appelez les Lions chez Montefiore. Comment mieux les soutenir et comment aussi changer cette perception? Alors, vous avez tout à fait raison. On a de très belles grandes entreprises en France. Elles sont souvent nées dans les années 60 et 70 et ont été accompagnées aussi par l'appareil d'État dans cette période. Et on a aussi, au cours des 15 dernières années, développé avec énormément de succès la French Tech et les startups avec, je dirais, une accélération de l'innovation et de l'esprit entrepreneurial en France qui sont un vrai bonheur et je pense qu'on peut s'en féliciter tous les jours. À côté de ça, les PME en France, c'est l'essentiel de la création d'emplois en France. Et parmi ces PME, il y a énormément d'entreprises qui manquent de taille critique et qui, au bout d'un certain nombre d'années, en fait, stagnent. C'est un peu comme si leur développement, qui au départ fonctionne assez bien, atteint un moment une asymptote. Parce que les entreprises ont du mal à prendre une dimension internationale, parce que les entreprises ont du mal à renouveler leur management et à attirer des nouveaux talents, parce que ces entreprises ont du mal à prendre des virages technologiques ou de business model de manière suffisamment agressive. Et ceci explique la faiblesse du Mittelstand français, comme vous le disiez, bien sûr dans le volet industriel, et c'est ça dont on parle souvent chez les politiques ou dans la presse, mais aussi dans le domaine des services.
Et dans le domaine des services, nous sommes convaincus que nous avons un rôle à jouer et une mission à remplir qui consiste à identifier ces PME qui ont un potentiel d'accélération pour permettre de les amener au statut de groupe de taille intermédiaire à l'échelle française et à l'échelle internationale. Et ces entreprises qui réussissent à combiner 10% de croissance annuelle moyenne ou plus et une forte rentabilité, parce qu'il y a quelque chose en France qui gêne la presse, les politiques, c'est le fait que les entreprises gagnent de l'argent. Et en fait, je voudrais rappeler un principe très simple. Une entreprise ne peut autofinancer sa croissance qu'à la hauteur de la rentabilité de ses capitaux investis. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cette équation, elle est absolument essentielle. En d'autres termes, plus vous arrivez à construire un business model rentable, plus vous êtes capable, sans vous diluer, d'autofinancer des investissements qui viennent alimenter la croissance. Et donc, croissance et rentabilité, ce ne sont pas des choses qui s'opposent, ce sont des choses qui s'alimentent. La croissance permet d'attirer les talents, permet d'innover, permet de conquérir les marchés. La rentabilité permet de financer la croissance, permet de payer les talents, permet de financer les investissements. Et donc, il faut qu'on réconcilie ces deux mots. Et ces entreprises qui concilient les deux, elles représentent à elles seules, c'est seulement 10 000 entreprises, parmi les millions d'entreprises en France, et elles créent plus de 100% de l'emploi en France, de la création d'emplois en France. Et donc, une partie de notre job, c'est d'essayer de faire ça au quotidien en faisant émerger ces nouveaux champions. On a investi dans une petite entreprise à l'époque, en 2005, qui s'appelait BNB Hotel, qui faisait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui avait une centaine d'hôtels, qui en a 800 aujourd'hui. On est resté présent en capital pendant 10 ans à ses côtés. On a contribué à l'émergence d'Asmodée, qui est devenu un leader mondial des jeux de société, notamment des jeux de stratégie. Et je pourrais multiplier on a participé à la création et à la réinvention du marché du camping en France en bâtissant le numéro 1 européen de la catégorie avec Omer Vacances qui est devenu European Camping Group. Je pourrais citer European Digital Group qui était une société qui n'existait pas il y a 4 ans qui a annoncé l'an dernier avoir réalisé près de 50 millions d'EBITDA 4 ans après sa création. On pourrait ainsi multiplier les exemples. Donc on fait le job à notre niveau avec notre activité d'investissement, mais on a considéré qu'on avait aussi la responsabilité, de façon plus large, pour des entreprises qui peuvent être des entreprises familiales, des entreprises cotées ou des entreprises dans lesquelles d'autres fonds d'investissement sont présents, de rendre hommage et de mettre en lumière ces lions. Et c'est pour ça qu'on a créé le Grand Prix des Lions, qui réunit chaque année en fait une centaine d'entreprises candidates et des jurys permettent de choisir un certain nombre de lauréats qui sont mis en lumière, notamment avec le magazine Challenge, pour montrer que ce modèle de croissance rentable, équilibré, durable, c'est un modèle qui a un sens et qui a un avenir à la fois pour les managements, mais aussi pour l'économie française. Alors vous avez cité quelques investissements, j'aimerais vous poser quelques questions maintenant sur le métier d'investisseur. Je rappelle très rapidement le business model d'un fonds. Le fonds, il collecte de l'argent, il lève de l'argent auprès d'investisseurs qu'on appelle des LP, il investit au capital d'entreprises qui sont gardés dans le portefeuille pendant une période de 4, 5, 6, 7 ans, ça dépend effectivement des conditions de sortie, et ensuite il les revend en espérant générer le rendement le plus élevé possible pour lui, mais aussi pour tous les stakeholders, comme vous l'avez rappelé pendant ce podcast. Revenons sur les quelques étapes de ce parcours. D'abord, la collecte. Comment bien réussir une collecte, comme vous l'avez d'ailleurs fait dernièrement avec votre levée? Écoutez, je sais pas ce qui est important pour réussir une collecte d'un point de vue technique de levée de fonds. Parce que en réalité, la plupart de nos investisseurs sont plutôt des gens qui frappent à notre porte plutôt que nous qui allons les démarcher. Donc c'est plutôt une chance. Donc je vous dirais que le plus important, c'est pas comment lever des fonds, c'est avoir une stratégie claire, cohérente, d'excellente performance, une équipe de très grande qualité et de la transparence.
Finalement, c'est les succès passés qui aussi attirent les nouveaux investisseurs et puis qui Exactement. fidélisent les anciens. Exactement. Pour la prise de participation maintenant, l'investissement, comment se déroule concrètement le process? Une fois que vous avez identifié une cible, comment se déroule cette acquisition? Alors, une prise de participation, ça intervient à un moment important dans la vie d'entreprise qui fait qu'il y a une recomposition de capital. Elle peut être motivée par une étape de développement, une transition managériale ou une transition actionnariale. Et donc, on est sollicité soit par un chef d'entreprise, soit par un conseil, qui peut être un avocat, un banquier d'affaires ou autre, qui nous propose en fait d'étudier une opportunité d'investissement. Et donc, on va travailler aux côtés du chef d'entreprise et du management de l'entreprise pour essayer d'imaginer un avenir commun à partir de sa stratégie, sa vision, mais en essayant aussi de contribuer à coécrire une histoire. Et une fois qu'on se sera mis d'accord en fait sur ce projet commun, bah, ça va se traduire par une opération qui va refléter cette vision commune. Quelle est la répartition entre les opportunités qui vous sont amenées par des banques d'affaires et celles que vous allez vous-même identifier en tant que fonds? Je dirais que dans les opérations qui nous sont proposées, on a une grande diversité de sources d'opportunités. Les opportunités qu'on va aller chercher, ça va peut-être représenter seulement 30% des opportunités, mais ça va plutôt représenter 70% des opérations qu'on va faire. Très clair. Parlons un petit peu de la période de détention. Comment se passent les relations entre le management, l'équipe opérationnelle de l'entreprise et l'actionnaire, le fonds d'investissement? Et qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien, pour accompagner la croissance de votre participation? Alors, il y a une répartition très claire des rôles entre ces différents types de parties prenantes. La gestion de l'entreprise, c'est la responsabilité du management. Il n'y a pas de bon investissement sans équipe de management de grande qualité, sans leadership de l'équipe de management sur la gestion de l'entreprise. C'est quelque chose auquel on croit et non seulement leadership, mais je dirais esprit entrepreneurial incarné au sein de l'entreprise. Il n'y a aucun fonds qui peut se substituer à ça. Et c'est même la bonne recette de l'échec. En revanche, nous, on est des actionnaires stratégiques qui jouent un rôle de ping-pong et d'adjuvant, comme je le disais tout à l'heure, stratégique, pour faire que les initiatives de croissance, les plans de création de valeur, les adaptations à l'évolution du marché soient à la fois anticipées, définies et mis en œuvre de la façon la plus performante possible. Et pour faire ça, il faut à la fois avoir beaucoup d'humilité, une capacité d'écoute et de jugement importante, une relation de confiance extrêmement forte avec les gens avec lesquels on s'associe, et une réelle valeur ajoutée. Parce que vouloir être actif sans valeur ajoutée, en fait, c'est un peu pénible pour les autres. Donc, il faut faire des choix et essayer d'intervenir sur ce sur quoi on peut avoir une vraie valeur ajoutée. Au moment de la cession maintenant, qui est la dernière étape du process pour un fonds d'investissement, qu'est-ce qui déclenche la décision de vendre et comment cela se passe concrètement? Alors, en fait, il y a des cycles. Une période d'investissement, c'est souvent un mariage pour une durée déterminée qui est autour de 5 ans. Et 5 ans, c'est une durée qui est assez raisonnable, qui me paraît adaptée à la vie des entreprises. C'est-à-dire que c'est suffisant pour lancer des initiatives, mesurer des premiers résultats, corriger, ajuster, réussir ou échouer dans certains domaines, lancer des nouvelles initiatives et voir le fruit de plusieurs cycles complets d'initiatives dans l'entreprise. Et puis au bout de quelques années, c'est bien de se dire, allons nous confronter à la réalité du marché. Ce qu'on a imaginé être la valeur de l'entreprise 5 ans après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est beaucoup mieux? Et est-ce que c'est pas le moment de redémarrer un cycle qui va parfois correspondre à un moment où certains des managers vont vouloir aussi marquer une étape de leur réussite et réinvestir une partie
de leurs gains dans une nouvelle opération? Est-ce que ça va être le moment de faire rentrer aussi de nouveaux managers qui vont contribuer à renforcer l'équipe de management et qui vont peut-être permettre de compléter des compétences complémentaires nécessaires pour réussir l'étape d'après? Et donc, c'est au moment où on sent que c'est le moment de la nouvelle étape que va se préparer une sortie. Et cette sortie, elle va se faire, dans notre cas, à peu près dans 70% des cas, avec d'autres fonds d'investissement, qui sont des fonds d'investissement de taille plus grande, notamment des fonds internationaux pan-européens, et dans 30% des cas, des acquéreurs stratégiques, parce que c'est à la fois un choix commun qu'on va faire avec les équipes avec lesquelles on s'est associé, et parce qu'il y a des enjeux de synergie importante ou d'accélération pour les entreprises. Parlons d'un sujet qui intéresse beaucoup notre audience, le recrutement chez Montefiore, qui est évidemment une très belle marque, qui évolue dans un secteur très attractif pour les étudiants, les jeunes diplômés, le private equity. Quels seraient vos conseils pour les étudiants qui cherchent un stage ou les jeunes diplômés qui cherchent un CDI pour rejoindre Montefiore? Alors d'abord, jusqu'à présent, et je ne dis pas qu'on ne changera pas un jour, mais jusqu'à présent, on ne recrute pas en stage. On n'est pas organisé pour ça. Et lorsque quelqu'un intègre Montefiore, on essaye de donner tout de suite beaucoup de responsabilités, beaucoup de visibilité à des gens qui sont déjà suffisamment autonomes. D'où le fait qu'on recrute des gens, pour l'essentiel, qui ont 2 à 4 ans d'expérience initiale dans les belles maisons qui permettent aux jeunes d'apprendre à travailler, d'acquérir des méthodes de travail, du savoir-être comme du savoir-faire, dans des domaines qui sont pertinents pour nous. Le M&A, le conseil en stratégie, le private equity, le private debt, les transaction services, par exemple. Et donc, moi, ce que je conseillerais à un jeune, c'est de bien choisir ses stages et son premier job, de choisir ses mentors, et de venir nous voir après ses premières expériences pour pouvoir, à ce moment-là, je dirais, choisir une maison pour long terme. En fait, on ne vient pas chez Montefiore pour 2 ou 3 ans. On a un niveau de turnover qui est extrêmement bas, voire proche de nul. Et ça veut dire que lorsqu'on recrute des jeunes, c'est pour le long terme. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez de vos jeunes collaborateurs? Alors, on attend à la fois, je dirais, du QI et du QE. Le QI, c'est des capacités analytiques, une capacité à décortiquer les problèmes, les business models, un business sense aigu qui permet de comprendre les métiers, de comprendre les équipes de management, et du côté du QE, le goût du dépassement de soi, des qualités relationnelles importantes, une grande capacité à apprendre sans relâche et à évoluer de manière naturelle, ouverte dans la société, qui est une société dans laquelle on attend que les plus jeunes, non seulement ont le droit, mais ont la responsabilité de prendre la parole et de contribuer. On arrive, Eric Bismuth, à la dernière partie de ce podcast. C'est le traditionnel quiz du Career Inside. Je vais en rappeler rapidement les règles. Ce sont des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de votre côté. Très bien. Si vous deviez définir Montefiore Investment en un mot, cela serait lequel? Bâtir des champions. Quelle est la plus grande qualité d'un investisseur? Je dirais l'intégrité intellectuelle et morale. L'intégrité intellectuelle, c'est pour être sûr de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Et l'intégrité morale, parce que c'est une condition essentielle à bâtir des relations de confiance très profondes, à la fois en interne et avec les gens avec lesquels on s'associe. Quelle est la plus grande qualité d'un entrepreneur? Parce que vous êtes aussi évidemment un entrepreneur. Bon, j'ai du mal à en citer une seule. Si je devais en citer quelques-unes, je dirais vision, créativité, agilité et résilience. Votre meilleur souvenir professionnel? Je dirais la première sortie, c'est-à-dire le premier marqueur de succès.
18 mois après le lancement de la société, c'est l'introduction en bourse d'Homer Vacances. Votre pire souvenir professionnel? Alors, après avoir créé Montefiore Investment, mais avant d'avoir fait le premier investissement, on avait trouvé une très belle opportunité d'investissement. On avait préparé tout le travail qu'on avait partagé avec une banque qui devait financer ce deal et qui a trouvé que à la fois la stratégie proposée, le plan de création de valeur et le deal étaient tellement attractifs qu'elle a préféré le garder pour sa propre activité d'investissement interne. Bon, On ça apprend fait jamais tous les jours. plaisir, on apprend. Le plus joli investissement que vous avez fait? Question difficile, mais cela ne me surprend pas de votre part. Moi, je dirais groupe premium parce que c'est à la fois en termes de résultats financiers, mais aussi d'ampleur de transformation. C'est en 6 ans le passage de 400 millions d'actifs gérés à 11 milliards. L'investissement le plus difficile que vous avez réalisé? Sincèrement, tous les investissements sont difficiles, très difficiles, même ceux qui marchent. Et en fait, on ne sait qu'une fois qu'on a réalisé une sortie, si la difficulté de l'investissement était méritée ou pas. Vous êtes aussi un fan de football et en particulier de l'Olympique Lyonnais. On partage d'ailleurs cet amour pour l'OL. Quel est votre plus beau souvenir footballistique avec l'OL? Alors moi, j'allais souvent au stade quand j'étais enfant avec à la fois mon père et mon frère. Mes plus beaux souvenirs, c'est les 7 titres de champion consécutifs de l'OL dans le début des années 2000. Question d'actualité subsidiaire, est-ce que l'équipe de France va gagner cet Euro 2024? Alors, je suis un entrepreneur et donc je suis un optimiste par nature, donc je vous dirais oui, évidemment. Et en même temps, si vous me demandiez de parier dessus, je vous dirais que je n'ai pas de boule de cristal, donc je suis pas sûr de devoir parier. Le conseil que vous donneriez au jeune Eric Bismuth qui étudiait à Centrale Paris à la fin des années 1980? Je dirais aux jeunes d'essayer de découvrir leur ikigai. Ikigai, c'est un mot japonais qui décrit l'intersection entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes payé. Et je crois que c'est en se connaissant très bien qu'on peut essayer de déterminer son ikigai. Mais si on a la chance de vivre son ikigai, je pense qu'on peut être très heureux. Merci Eric Bismuth d'avoir partagé votre histoire avec les auditeurs et spectateurs du Career Insight. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil, et à vous abonner à notre plateforme TrainingNew si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.